Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip. Je suis Alexandre Popiolek, doctorant en psychologie sociale sur le sujet de la confiance dans la santé et fondateur d'Empathia, mon entreprise de recherche et de formation. Dans ce podcast, j'explique comment je réalise et finance ma thèse, construis mon activité et avance sur mon développement personnel. Pour en savoir plus, je vous laisse écouter l'épisode 0 ou les résumés de saison et nous allons maintenant pouvoir commencer. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip saison 3, retour de la reprise hebdomadaire. J'en suis content, j'ai en effet, la théorie s'applique, j'ai plus de choses à dire que quand j'attends 2 semaines ou plus longtemps, parce que ça relance la machine de se regarder faire, de se dire ce que je peux transmettre, etc. Donc on va essayer de vous transmettre un petit peu ma semaine, ce que j'ai appris. Euh, je m'améliore encore sur la préparation à la vidéo, donc voilà, je suis content. Je vois que c'est un processus que je peux tenir toutes les semaines. Je suis passé de, je crois, 3 heures à la première fois pour préparer à là 15 minutes, dont la préparation à ce que je vais dire cette semaine dans les 15 minutes. Donc je crois que la partie technique, c'est 10 minutes, le temps juste de poser la caméra, faire des tests, etc. Donc ça y est, on est reparti. On va essayer de tenir ce rythme qui me plaît dans tous les cas, donc je me force pas à le faire. Du coup, je pense qu'on va le tenir. On verra à quel point ça tient. Aujourd'hui, j'ai quelques petites choses à vous transmettre. Et puis, ça prendra le temps que ça prendra. J'arrête de me vendre sur le temps de l'épisode. Alors, pour commencer, je pense qu'on peut adopter une structure à peu près thèse, entrepreneuriat et développement personnel, parce que si on met la thèse comme les activités d'un thésard, qui sont entre autres la formation et le fait de donner des cours à des étudiants, eh ben, j'ai peut-être quelque chose à dire sur ce sujet. Donc voilà, c'est juste pour faire un vestige de l'ancienne structure du podcast. On va commencer par le premier sujet. Alors, je vais essayer de faire un sommaire pour une fois, ça vient de me venir. Comme ça, on augmentera le watch time. Après, j'avoue que les vues YouTube se font rares. Donc, c'est pas grave, mais bon, essayons de faire augmenter le watch time. Je vais vous parler de ce que j'ai compris cette semaine par rapport au fait de savoir bien mener un cours, de mon application de mes règles pour choisir d'aller ou non à un événement social, en tout cas de réseau, pour faire du réseau par rapport à son activité. Je vais vous parler de l'association avec laquelle je travaille et du plaisir et de la réussite que j'ai eu à un dossier que j'ai eu à envoyer. Et comment se sont passés mes premiers entretiens. J'ai fait un entretien par rapport à un projet et j'ai quelques trucs à vous dire dessus. Notamment, j'ai l'impression que va se dégager une structure par rapport au type de projets qui me sont proposés et je voulais vous le partager. Ça pourrait aider si vous faites des entretiens et que vous êtes associé à tes projets. Et on finira par une petite note de développement personnel par rapport à quelque chose que je vais essayer de mettre en place dans les prochaines semaines. Voilà pour ce qui est du sommaire. Si vous êtes intéressé, restez. Je vais passer par tous ces sujets. On va commencer par ce qu'on peut appeler la rubrique thèse, en tout cas la rubrique donner des cours. C'est pas forcément quelque chose qui va être long à transmettre, mais en fait, j'ai eu des cours cette semaine. Je réfléchissais, mais en fait, j'en ai eu plusieurs, mais c'est surtout en me reposant sur un que je voudrais discuter avec vous. En fait, j'ai eu pour la première fois une grande difficulté à faire participer plutôt les étudiants. Bah, du coup, je me suis posé des questions, j'ai demandé avis à des collègues et j'ai quelque chose à transmettre. Voilà, si vous êtes formateur ou si vous comptez faire des cours dans des facs pour tous les, euh, les apprentis thésards. Je perds mes mots, je ne dois pas être en grande forme. On va essayer de fournir un podcast efficace. Mes excuses si je perds un petit peu mes mots. C'est un peu le seul moment où je peux faire le podcast. Donc c'est peut-être pas celui où je suis le plus réveillé, mais on va essayer d'être le plus performant possible. Donc pour mener des cours pour les apprentis thésards ou les thésards, vous devez sûrement savoir la difficulté à faire engager le public, en tout cas selon le public. Et je suis satisfait parce que j'ai compris une erreur que j'ai faite
Et j'ai également compris potentiellement quelque chose de nouveau que je peux utiliser. Alors, donc le problème c'est, je fais un cours et sachant que j'ai toujours tout introduit en disant que que je suis un prof cool, que même moi je m'identifie pas forcément comme un prof dans le sens où je suis jeune ou je suis pas très formaliste comme prof ni formateur, que je veux être dans l'échange, je veux pas être dans la mémoire mais dans la compréhension. Donc voilà, vraiment, j'essaye de faire les choses dans l'esprit d'une co-construction de savoir, de on échange. Moi, j'ai eu de l'expérience sur tel ou tel domaine ou j'ai lu sur tel ou tel sujet. On se met en situation de discuter, que je puisse vous apporter de la connaissance et que vous puissiez travailler. C'est comme ça que je m'introduis globalement dans mes cours. Généralement, ça marche. Après, on sait très bien qu'il y a des publics qui sont difficiles et il y a aussi des moments qui sont difficiles, c'est-à-dire qu'il y a des jours sans. Donc, je commence à me faire au fait qu'il y a des jours sans, donc ce qui fait que je me sens pas forcément mal si un cours s'est moins bien passé qu'un autre. Là, vraiment, pendant la première heure, j'essayais de poser des questions et j'avais très peu de réponses, très peu, si ce n'est aucune. J'ai essayé d'attendre, j'ai essayé de relancer, reformuler pardon, mes questions. Dis donc, le podcast va être compliqué si j'ai ce niveau d'articulation. Euh, Ça prend pas en fait. Pendant une heure, ça prend pas. Euh, je pense que j'ai fait une erreur qui est de... En fait, il y a toujours des personnes qui participent plus. Certains les appellent les plus plus. Euh, En fait, il y a des stratégies qui visent à quel point on les utilise ou pas. Et en fait, ça m'est déjà arrivé quand deux, trois personnes répondaient vraiment tout le temps, de leur dire non, pas vous pour l'instant, je vais essayer de trouver d'autres personnes. Et généralement, ça donne une responsabilité, les autres personnes répondent. Mais là, je crois que mon erreur a été faite d'utiliser cette petite arme, ce petit outil, trop tôt. Ce qui fait qu'en fait, dès les 10-15 premières minutes, j'ai senti que ça allait être compliqué. Et donc, au lieu de laisser, m'appuyer sur les personnes qui étaient très participantes, et ben en fait, j'ai plutôt rapidement essayé d'aller choper d'autres gens, mais en fait, j'ai l'impression que j'ai plus cassé la dynamique qu'autre chose. Donc, ce que j'ai appris, c'est que je pense pas que ce soit fondamentalement mauvais de faire la stratégie de bon, ça fait 4-5 fois que vous parlez, je vais demander à d'autres gens, ou je vais chercher d'autres gens. Mais je pense qu'il ne faut pas le faire trop tôt. Ou alors, il faut le conjuguer avec la technique qu'on m'a apprise. Quand je dis technique, ça a l'air compliqué, c'est pas très compliqué, mais juste voilà, le petit artifice qu'on m'a remis en tête, c'est voilà, si les personnes ne répondent pas assez bien d'elles-mêmes, en désigner. Ça paraît bête, mais en fait, quand on fait un cours, qu'on a la tête sur la théorie, qu'on a la tête sur la dynamique, les personnes, les gens qui soufflent, ceux qui n'écoutent pas, et bah on n'a pas forcément toutes les techniques. Et donc voilà, ça fait partie mon amélioration personnelle sur cet acte de formation finalement, parce que je me dessine quand même à une carrière de formateur entre autres. Et voilà, la petite technique de désigner. Moi, ce qu'un collègue m'a dit, c'est que il demandait en début du cours, est-ce que vous préférez participer de vous-même ou est-ce que vous préférez qu'on vous désigne pour répondre? Et il demande ça aux étudiants. Et en fait, le fait de poser la question, ça peut un peu engager les personnes à se dire, bon, c'est vrai qu'on lui a dit qu'on préférait fonctionner de cette manière, donc je vais y mettre du mien. Ça me semble cohérent, ça me semble assez intelligent comme manière de faire. Donc voilà, je vais essayer d'appliquer ça, demander aux gens de répondre en le désignant quand ça fonctionne pas bien. Savoir se reposer sur ceux qui participent bien, en tout cas au début. Et si vraiment il n'y a que deux trois personnes qui répondent tout le temps, j'ai le droit de ne pas avoir l'énergie d'aller chercher les autres et de me dire, bon, ok, c'est bon, on va faire le cours à 3 tant pis. Ou sinon, quand je sais qu'il y a quand même une dynamique qui est assez bien lancée, et bah, je peux décider de les mettre de côté et dire, bon, vous répondez beaucoup, je vais essayer d'avoir d'autres gens. Donc voilà, petite avancée sur ma manière de gérer les cours, gérer les formations. Il y en aura hein, des formations difficiles, des cours difficiles. Je pense que ça y est, je suis prêt à en avoir, j'en ai eu. C'était pas horrible, c'était loin d'être horrible. Mais je suis assez perfectionniste et notamment j'ai envie de pas être un prof chiant. Ça m'importe vraiment beaucoup. Quand je vois que j'ai du mal à choper les gens et que je finis juste par faire un cours descendant pendant une heure, je me dis que j'ai raté quelque chose, même si fondamentalement le cours est pas raté. Il s'est rien passé de grave, personne m'a insulté, mais voilà, dans mon optique de vouloir faire un cours vivant et pas relou à suivre,
j'ai appris deux, trois trucs que je voulais vous transmettre. Voilà pour le premier point, on va dire que c'est à peu près la rubrique thèse, parce que je reprends toujours pas la thèse, et je vais continuer ma pause en octobre, c'est décidé. Et comme d'hab, comme la semaine dernière, je me sens pas mal de le faire. J'ai pas vraiment l'impression de me dissocier totalement parce que je fais de la recherche à côté. Et quelle transition parfaite pour passer aux autres sujets. Il faut que je me rappelle l'ordre, mais je pense qu'il n'y en a pas forcément de logique. L'association, l'association La Vie Kintsugi, qui fait du coaching de santé pour des patients qui ont un cancer. Et on a eu une réunion avec le comité scientifique. Bon, c'est pas grave, le podcast va être haché. Donc on a eu une réunion avec le comité scientifique, mes excuses pour la prononciation. Euh, en fait, j'ai eu un retour sur le dossier que j'ai envoyé, le rapport d'étonnement que j'ai fait. Et je suis super satisfait du retour que j'ai. Il y a des personnes qui ont été émues de mon rapport, donc imaginez-vous quelqu'un qui est ému d'un rapport lié au travail. Le sujet, c'est que j'ai essayé du mieux que j'ai pu de retransmettre ce qu'ils faisaient dans l'assaut, comment ils faisaient leur coaching et de monter l'étude. Et en fait, la fondatrice, Constance, que je salue, a été assez émue de voir comment j'avais assez bien réussi, et évidemment de manière perfectible, mais assez bien réussi à retranscrire ce qu'elle fait dans son coaching de santé sans trop avoir de choses pragmatiques et objectivées sur papier. Et j'ai le sentiment du coup d'y avoir réussi. J'ai le sentiment parce que tout simplement on m'a dit que c'était bien. Euh, et euh, et en fait, je voulais transmettre ça pour plusieurs raisons. La première, c'est que je prends vraiment du plaisir à travailler avec cette association et à travailler avec les associations. Parce que en fait, ça renvoie, et c'est ça les deux choses, donc c'est deux choses l'une plutôt. Je suis satisfait et je prends un plaisir intellectuel et émotionnel évidemment parce que c'est des projets qui me parlent, euh, à faire de l'ingénierie psychosociale et cognitive, et faire de l'ingénierie de projet et du suivi de projet dans la recherche. Et j'ai vraiment le sentiment du coup que j'ai pu réussir à faire un bon dossier parce que j'ai pu vraiment faire attention à être pragmatique, à avoir les yeux rivés sur le terrain, essayer de comprendre à qui on parle, de qui on parle, demander à toutes les personnes. Et je pense que ça, je vous ai fait une liste rapide, mais c'est des points tellement importants. Je pourrais passer 10 minutes à étayer chaque point et à vous sortir un e-book en vous demandant votre adresse mail. Tellement c'est des points vraiment qui sont importants, il ne faut pas les prendre à la légère. Parce que je pense que l'expertise qu'on recherche de quelqu'un comme moi, qui fait un peu les choses comme ça, de suivre des recherches, c'est d'avoir vraiment un bon sens du terrain. Parce que la théorie, beaucoup de gens l'ont. Moi, je sais que je peux être bon dans la théorie. J'ai même été plutôt catégorisé comme quelqu'un qui était trop dans la théorie pendant certains temps. Mais en fait, quand on arrive à avoir la théorie et à la mettre au service du terrain, à aller voir les gens, à savoir bien lire ce que les gens nous disent, à savoir bien faire des entretiens, bien les analyser, et on a un pouvoir qui est énorme, qui est d'utiliser la science à des fins pratiques, pragmatiques, et qui m'aide, en tout cas, j'ai l'impression parce que c'est ce feedback que j'ai eu, à bien comprendre les projets dans lesquels je suis, et je suis super satisfait de voir que j'ai l'air d'avoir du bon sens, de la bonne compréhension et le nez fin sur ce qui se passe quand je me mets dans un projet. Et donc, pour ce faire, je vous conseille de aller voir toutes les parties prenantes, utiliser votre théorie à bon escient, être toujours pragmatique, euh, pas hors sol, mais être pratique et appliqué, ça ne veut pas dire être athéorique. Et voilà, je suis satisfait parce que mon approche, en fait, euh, pratico-théorique, et non pas l'un en disant que je vais faire que, enfin, ici c'est le terrain, la théorie ça veut rien dire, ou l'autre, bon, la théorie c'est les stats, le terrain ça marche pas parce que c'est plein de biais. En tout cas, notre manière de lire le terrain est liée à plein de biais. Et je vois vraiment plus qu'une solution dans l'intrication de l'appliqué et du théorique. Et je suis satisfait parce que j'ai des réponses concrètes sur le terrain, c'est-à-dire que j'ai l'impression de fournir des prestations de qualité. Ça fait chaud au cœur et c'est motivant pour la suite.
Deuxième sujet, un peu plus entreprise, même si bon, les cours, c'est quand même lié une rentrée d'argent, donc on pourrait dire que c'est le côté financement de thèse, mais bon, voilà, comme ça on pourra se retrouver un peu dans les rubriques thèse, entreprise et développement personnel. C'est l'entretien que j'ai fait par rapport à un projet que j'ai toujours pas demandé. J'oublie, hein, c'est vraiment pas mon premier réflexe de dire est-ce que je peux parler de vous sur mon podcast. Je pense qu'on s'en fiche un petit peu, hein. À la limite, je le ferai quand les gens voudront que je fasse de la pub, mais concrètement, on s'en fiche un peu parce que je peux largement vous transmettre des idées sans vous dire exactement qui c'est et pourquoi c'est. Je fais des entretiens, encore dans le monde du cancer, pour un projet tout simplement. Et en fait, il y a un sujet euh, et ça fait finalement 2 fois qu'on me le demande dans 2 projets différents, qui est celui de évaluer le ressenti d'un dispositif. Donc un dispositif, ça peut être un programme sportif, ça peut être un dispositif de coaching non sportif ou faire partie de plusieurs ateliers de réflexion sur un sujet. Voilà. Souvent, les associations ont des dispositifs, c'est-à-dire qu'ils mettent dans des situations, dans des programmes, une suite d'idées, dans un processus qu'ils ont défini, ils mettent des personnes dedans, et souvent ils sont intéressés par le ressenti des personnes dans leur programme, et c'est dans ce cadre-là que moi j'ai 2 contrats qui sont associés à l'évaluation du ressenti de patients ou de personnes dans un dispositif. Et donc, cette semaine, je me suis intéressé à la théorie qu'étayait. Je me suis dit, mais est-ce que l'évaluation d'un dispositif, c'est pas quelque chose qui existe? Et je suis tombé, donc j'ai pas encore fini mes recherches. Je peux d'ailleurs, je pense que je vais potasser un peu sur les prochaines semaines, mais je voulais vous partager le fait qu'on appelle ça l'approche phénoménologique. Donc, des entretiens adoptant une approche phénoménologique. Ce sont des entretiens qui visent à récolter les ressentis, les opinions, euh, les objectifs de personnes dans un dispositif, sur un sujet, sur quelque chose qui s'est passé dans leur vie. Et donc, c'est sur ça que vont se reposer beaucoup de mes entretiens. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai des projets qui sont d'apparence assez dissociés, mais finalement, on me demande, si on recherche le côté fondamental, on me demande d'évaluer le ressenti de personnes dans un dispositif. Et bah, j'ai le sentiment qu'il y a une structure d'entretien qui risque d'être similaire, que j'ai envie de vous transmettre. J'étais en train de réfléchir et de me dire, mince, est-ce que je vais donner mes billes, etc. Mais écoutez, tant pis, ou tant mieux. Euh, Au moins, j'ai des choses à dire dans ce podcast plutôt que j'ai envoyé tel mail cette semaine. Euh, En fait, j'ai souhaité, pour un premier projet, adopter une structure avant, pendant, après. Ça paraît très bête, c'est chronologique, ça peut paraître comme le premier réflexe à avoir. J'ai pas eu ce réflexe au début, en fait. J'ai d'abord essayé de voir de quoi j'avais envie d'avoir comme idée. Le client m'a aussi dit, bah voilà, on aimerait poser telle question, tel type de question, ou avoir tel type d'information. Et j'ai commencé à faire des catégories et j'avais du mal à m'y retrouver. Et finalement, je me suis dit, bon, bah en fait, une structure avant, pendant, après, bah ça marche assez bien. Et je vais vous détailler ce que je mets dans avant, pendant, après, parce que je trouve que c'est intéressant. Je ne l'ai pas vu dans la littérature, mais je suis loin d'avoir fait le tour de la littérature, mais c'est quelque chose qui me parle bien. En tout cas, si jamais on vous demande d'évaluer le ressenti d'un dispositif de personnes, moi je trouve intéressant de mettre dans avant euh, l'inclusion, c'est-à-dire comment vous avez, avec des questions du type bah, comment vous avez eu vent du projet, quelles informations vous avez eues, comment on vous a communiqué, etc. Quelles ont été vos premières idées en arrivant dans le projet, dans le dispositif. Pardon, je réfléchissais. Donc, dans le avant, il y a l'inclusion, il y a les attentes, les objectifs. Quels ont été vos objectifs? Quels sont votre objectif quand vous êtes arrivé dans le dispositif? Et l'acceptation. Quelles ont été vos raisons d'accepter? Pourquoi vous avez accepté? Là, pour moi, on a déjà cadré l'avant. Ensuite, le pendant, il y a le déroulé pour essayer, parce que c'est bien en fait quand on fait des entretiens avec des personnes, de commencer sur du pragmatique, du descriptif, parce que en fait après ça lance sur tout le reste et c'est le plus facilement accessible en mémoire et c'est également le plus facile à transmettre à un inconnu. Donc on commence à inconnu, mais au bout d'une demi-heure, 1 heure de monologue, on n'est plus si inconnu pour la personne en face. Mais du coup,
qu'est-ce qui s'est passé, quelles ont été les étapes, comme ça nous on peut aussi revenir sur les étapes chronologiques. Quel a été le contenu, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qu'on vous a dit, qu'est-ce que vous avez dit, quels ont été les sujets abordés, etc., suivant le dispositif, et quels ont été vos ressentis. Qu'est-ce que vous avez ressenti sur le plan des émotions. Dans le ressenti, on pourrait adapter à se dire, on mesure des attitudes, et les trois composantes d'une attitude, la composante cognitive, comportementale et affective, en se disant à quoi vous avez pensé, qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous avez eu l'intention de faire et qu'est-ce que vous avez ressenti en termes d'émotion. Je pense qu'avec ça, sur le pendant, sur comment ça s'est passé dans le dispositif, on peut déjà bien avancer. Donc avant, inclusion, attente, acceptation. Pendant, déroulé, contenu et ressenti. Et après, tout simplement, la partie impact, quels impacts ça a eu, positifs, négatifs, sur divers plans, selon le dispositif, encore une fois, sportif, personnel, professionnel, à adapter selon le contenu, et quelles critiques vous pouvez adosser. Euh, Avec cette structure avant, pendant, après et les sous-catégories, on peut faire un guide d'entretien qui, selon moi, évalue le ressenti des personnes dans un dispositif et en tout cas, pour moi, ça marche pour deux dispositifs qui sont totalement différents. Et c'est à adapter, à co-construire avec les parties prenantes et le client. Mais vous avez un cadre qui est applicable et que j'applique en tout cas après la critique et après le avant, pendant, après. Moi, j'aime bien toujours permettre un mot de la fin, une conclusion et une critique sur l'exercice, sur l'entretien que vous venez de mener. C'est comme ça que je mène mes entretiens en tout cas. Peut-être qu'un autre jour, je vous expliquerai comment j'introduis, parce qu'il y a beaucoup de choses pour introduire. Mais vous voyez un peu comment faire un entretien phénoménologique et je voulais vous exprimer ce à quoi j'ai pensé cette semaine. Voilà pour, me semble-t-il, le côté entreprise. On va pouvoir passer à la rubrique développement personnel. J'ai deux petits points à vous transmettre. Alors, le premier, c'est que je suis satisfait de ne pas être allé à un événement de réseau cette semaine. Alors, je devais aller à, je peux le dire, hein, Big, c'est la Deep Tech Voix Big. Donc c'est voilà, c'était quelque chose à Bercy, de la Deep Tech où il y avait des conférences, des échanges, etc. Je devais y aller cette semaine, mais en fait j'ai eu un couac de planning où bah, moi, c'était sur 2 jours et moi je comptais aller le jour 2. Là où les gens que je connaissais, l'incubateur, le réseau que j'avais, comptaient y aller le jour 1. Et donc, je me suis imaginé quand même y aller le jour 2 et je me suis dit, je suis revenu sur euh, ce que je m'étais dit, ce que je vous avais transmis par rapport à aller ou pas à des événements sociaux. Et bah, j'ai appliqué mes critères qui sont euh, c'est un type d'événement. Donc, comme j'ai dit, il y a plusieurs types d'événements. Il y a des événements à. Euh, je devrais peut-être les nommer, mais en fait, il y en a qui sont bien organisés. C'est-à-dire que, par exemple, les doctoriales que j'ai gagnées et que je vous ai transmis la semaine dernière, c'est quelque chose où on y va, il y a l'atelier 1, tout le monde vous emmène, on mange tous ensemble. Enfin, voilà, c'est en petits groupes et il y a toute une structure à suivre. Donc là, on peut y aller tout seul. Ensuite, il y a d'autres choses, par exemple des cycles de conférences où on sait que on peut y aller seul, mais vaut mieux y aller pour vraiment l'intérêt des conférences. Et c'est quand même mieux de connaître quelqu'un sur place pour pouvoir échanger, parce qu'après réseauter en mode cocktail, il faut être très à l'aise. Si vous l'êtes moins, comme moi en tout cas, c'est quand même mieux d'avoir au moins une personne pour commencer à discuter. Donc, si c'est bien structuré, on peut y aller seul. Si c'est moins bien structuré ou tout simplement pas fondamentalement fait pour faire du réseau, vaut mieux y aller accompagné. Et là, on était plutôt dans la... Et il y a la version 3, qui est la version salon, où c'est pas des conférences, mais c'est, voilà, les gens sont là pour vous parler. Là, on peut y aller seul, de mon point de vue, parce que les gens sont là pour discuter avec vous. Donc, vous vous approchez des stands, les gens vous parlent, et après, ça se lance. Mais c'est un peu mieux d'avoir un ou deux rendez-vous pro dans un salon pour ne serait-ce que bah, discuter avec quelqu'un, manger avec quelqu'un et se relancer un peu dans ce truc sympa de voir ensuite aller voir d'autres stands avec la personne que vous avez contactée. Donc, des choses très organisées, des conférences ou des salons. Là, on était plutôt, je croyais, dans un format salon, mais en fait, le deuxième jour, c'était plutôt un format conférence. Sachant que les conférences, je ne m'étais pas inscrit, il fallait s'y inscrire. Je les ai regardées
à la fin, donc j'étais même pas sûr de si ça allait m'intéresser, etc. Et du coup, je savais que j'allais pas être accompagné, que j'allais pas avoir une personne que je connais. Sur la base de ces critères et de ces types d'événements, j'ai décidé de ne pas y aller. Et j'en suis très satisfait. Ça m'a permis de me mettre en avance sur d'autres projets. Donc, on va continuer à analyser les événements de réseau avant d'y aller et décider selon les critères. Est-ce que c'est mieux d'être accompagné ou est-ce qu'il faut être accompagné, en tout cas pour moi, pour passer un bon moment. Et si c'est le cas, est-ce que je peux être accompagné ou pas. Voilà, satisfait, on avance, on comprend mieux comment faire du réseau, comment bien faire du réseau et pas perdre son temps. Et voilà pour ce sujet événementiel. J'avais noté une manière un peu mieux de le dire, c'était pas de système de rencontre facilité. Voilà, je pense que vous comprenez. Quand il y a un système de rencontre facilité, des ateliers, des événements, des trucs en groupe faits pour engager la discussion, eh bien, vaut mieux y aller avec quelqu'un. Je sais qu'on ne le sait pas tout le temps, mais finalement, un petit peu, en fait. On peut s'en rendre compte parce que les événements de réseau où il y a des systèmes de rencontre facilités, bah, en fait, c'est généralement des trucs qui sont ouvertement dits comme étant des événements de réseau. Et on sait que c'est en plus petit groupe. Donc généralement, quand vous avez des choses où vous êtes invité, où on se dit que c'est un échange, etc., et bah, il y a de grandes chances que les échanges soient facilités et vous pouvez avoir moins peur de ne pas être accompagné dans ces moments-là. Évidemment, je pense que c'est toujours mieux d'être accompagné, mais on ne l'est pas tout le temps, surtout au début d'une activité, donc c'est mieux de vous dire, essayez de vous rendre compte dans quoi vous pouvez mettre les pieds. Voilà pour ce qui est du développement personnel. J'ai un dernier point qui est rapide, c'est que je vais décréter un objectif fluide, c'est-à-dire non obligatoire. J'arrête de noter mes semaines, hein, d'ailleurs. Mais je vais décréter un objectif supplémentaire, et c'est pas grave si je le fais pas, qui est de avoir au moins une demi-journée pour moi dans la semaine pour me laisser libre à ma curiosité, parfois à du travail, mais en tout cas de me dire rien n'est obligé. Je vais essayer de faire ça pour les prochaines semaines parce que j'ai des semaines chargées et j'ai pas encore toutes mes ressources, donc c'est pas grave si je suis pas à 100%. Mais quand je dis ça, c'est en semaine, c'est-à-dire qu'en plus des week-ends, avoir une demi-journée en semaine, c'est quelque chose qui est un peu, qui je pense me sera utile. On va essayer de faire ça dans le cadre de mon développement personnel avec aucune pression et aucun objectif de choses à faire, mais justement une totale liberté de mes activités, faire de la musique, avancer sur un projet que j'aime vraiment bien, mais le faire parce que j'aime vraiment bien et pas parce que je suis en retard dessus, un projet professionnel, sortir, marcher, voir des amis. Voilà, petit ajout, on s'ajoute une demi-journée. C'est tout pour le développement personnel et c'est tout finalement pour cet épisode. J'en suis, et je vous le dis, très satisfait. Je pense que je commence à aller vers la forme que j'ai envie d'avoir pour ce podcast, c'est-à-dire vous fournir ce que j'ai compris, vous fournir des choses qui peuvent vous être utiles et pas juste vous raconter ma semaine. Euh, et je pense qu'on est sur une version qui ressemble à ce que je veux. J'ai le sentiment en tout cas de vous avoir donné des idées qui, moi, m'auraient été utiles ne serait-ce qu'il y a 2 semaines. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile. Je vais conclure quand même en vous disant ce qui arrive pour cette semaine. Et puis on va pouvoir se lâcher là, comme disent les profs. Alors la semaine prochaine, j'allais regarder, mais en fait, tout simplement, je compte me donner des objectifs de préparation de beaucoup de cours qui vont arriver sur la fin de l'année. Je crois que j'ai 3 cours ou interventions à préparer. Donc quand je dis des cours, c'est qu'il y en a certains qui font une vingtaine d'heures, hein. Mais je pars pas de zéro, je vais demander aux anciens intervenants, je vais utiliser des choses qui viennent d'ailleurs, etc. Ça, c'est les choses qui sont très positives. À force de faire des formations et à faire des cours, finalement, c'est comme si on avait plein de blocs sur des sujets qu'on peut utiliser dans d'autres conditions. Donc en fait, quand on vous dit de faire une nouvelle formation sur un nouveau sujet et que c'est quand même sur le grand champ, moi, de la psychologie sociale ou de la psychologie du travail, et bah, je peux prendre 1 heure de cette formation-là pour la mettre là, je peux prendre une demi-heure de ce sujet-là pour le mettre là. Et en fait, à force, on finit par avoir quasiment une base de données de diapos et une base de données d'exercices, etc., qui sont super simples à faire et qui font que de plus en plus, et j'y suis pas encore, mais je le vois venir,
Je pense que d'ici un an, je pourrais vraiment limite faire une formation du jour au lendemain, même si c'est pas sur un sujet fondamentalement sur lequel je devrais travailler, parce que je me dirais, ah oui, ok, bon, bah, je peux faire ça, dans ce sujet-là, il y a un bout de ça et un bout de ça, et hop, je pourrais monter beaucoup plus facilement des sujets de formation, donc j'en suis satisfait, ça avance, ce sera une étape de formateur un peu plus avancée, mais là, voilà, je me suis donné pour objectif, la semaine prochaine, d'avancer sur la plupart de mes cours sur la fin de l'année pour pouvoir respirer et ensuite juste les faire. Voilà tout simplement. Et j'ai 2 contractualisations à mener. Donc j'ai 2 contrats à rédiger et à ficeler. Ce sera sûrement signé en plus la semaine prochaine. Ça fait partie, sauf un. Il y en a un où c'est un projet dans lequel je vous ai dit que je vais pouvoir financer ma thèse, etc. Donc il n'est pas forcément nouveau. Et il y a un nouveau, mais ça va être un contrat assez flex où en fait c'est aussi un échange de bons procédés. C'est pas sûr que je me fasse de l'argent dessus. Je suis payé que si j'arrive à faire de l'argent. Voilà, c'est un truc minoritaire, mais c'est avec un proche en fait. On va travailler ensemble, donc c'est pas forcément ce qui va financer ma thèse, mais voilà, semaine prochaine, on fait des cours et on contractualise. Donc bah, j'essaierai de vous transmettre des choses sur la contractualisation et sur le fait de faire des cours. Ouais, je pense que ça peut être intéressant, surtout que je me vois un petit peu sur le côté formation et ce qui commence à me faire... enfin, je me vois, ça veut rien dire, mais ce qui commence à me donner beaucoup de plaisir en tant que formateur et en tant que prof, c'est de mouiller le maillot, d'avoir un gramme d'incertitude et en fait de pouvoir rebondir. De faire des activités dans lesquelles je peux rebondir, dire ah mais c'est super intéressant ça parce que ça renvoie à telle théorie et en fait vraiment de se saisir de ce que font ou disent les personnes pour moi donner la théorie plutôt que juste donner théorie, théorie, théorie. Et donc j'essaye d'aller vers cette démarche-là parce que je pense que c'est beaucoup mieux pour les apprenants parce qu'ils passent un meilleur moment. Je pense qu'ils retiennent mieux aussi, ne serait-ce que parce qu'ils passent un meilleur moment, mais aussi parce que la compréhension marche par l'action et le fait de travailler les choses. Et moi, je passe un meilleur moment aussi. Et en plus, c'est potentiellement des dispositifs qui demandent moins de préparation parce que ça prend du temps de mettre les gens dans des contextes. Mais par contre, si c'est utile pour eux et que moi j'ai moins besoin de faire 150 diapos, mais plutôt de me laisser libre, en fait, ça demande plus de compétences de ma part, de la part du formateur, mais ça demande moins de préparation. Si on est assez confiant sur le fait qu'on puisse rebondir sur les sujets, et bah c'est bien de mettre les gens dans les situations et de dire bon qu'est-ce que vous en pensez. Ok, ah bah vous dites ça, c'est super intéressant parce que ça renvoie à telle théorie, telle théorie. Et en fait bah je me sens compétent de le faire parce que je commence à le faire et je suis rarement bouche bée vis-à-vis de ce qu'on me dit parce que j'essaie de bien réfléchir les exercices pour avoir des commentaires et des réactions qui vont dans le sens de ce que je vais transmettre. Et généralement, je suis assez clairvoyant sur ça. Et puis même, j'ai pas peur en fait de dire ah bah là, je sais pas, ou là ça rentre pas dans le cours, ou là c'est nouveau, c'est intéressant. Hum, Jusque-là, j'ai toujours su rebondir et pouvoir dire quelque chose d'intéressant, en tout cas de mon point de vue. Et il me semble que mes élèves maintenant, parce que je suis prof, et mes formés sont assez satisfaits de ce que je fais. Donc voilà, je vais essayer de vous transmettre. Si j'ai eu des idées d'exercices, des idées de choses fondamentales sur comment mener une intervention ou comment mener un cours, comment se préparer à un cours, et ben je vous le transmettrai la semaine prochaine. D'ici là, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère que vous avez pris soin de vous. Moi, je vais essayer de faire les deux pour la semaine qui arrive. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bip Bip.